Florence Haché-Leroy, maîtresse de conférences HDR à l'Université d'Artois et présidente du CILAC. Nous démarrons cette conversation autour des inventions pour l'architecture et le paysage. Donc je vais vous demander à chacun et chacune de nous présenter votre objet d'étude et qui vous êtes très rapidement avant de véritablement lancer la discussion. Je vais peut-être commencer par Kevin. Oui, Kevin Rodalec, paysagiste concepteur. Donc moi j'ai travaillé sur la grille d'arbres. C'est un mémoire que j'ai réalisé en 2017-2018. Voilà, au sein de l'ENSAPL. Véronique Kedjou, donc en ce qui me concerne, j'ai travaillé sur la terre armée, donc lors du séminaire de recherche justement sur l'archéologie du projet. Donc c'est un mur de soutènement, on rentrera plus dans le détail après. Et donc c'était en 2011-2012 moi. Je présente Maxime Lamblin, donc je suis architecte diplômé janvier l'année dernière. Moi, ce qui me concerne, le mémoire, je l'ai réalisé pareillement que Kevin en 2017-2018. Et donc sur le sujet du nœud sphérobatte, donc c'est brièvement, on en reparlera tout à l'heure, mais on va parler d'objets plutôt techniques qui tournent plutôt autour de l'architecture tridimensionnelle, donc qui est un nœud. Pour démarrer un peu la discussion, j'avais envie d'interroger cette notion de paysage. Alors à travers vos différents travaux, on voit cette notion de paysage à la fois dans le temps, avec le 19e siècle jusqu'à nos jours. Paysages urbains, paysages ruraux, paysages, je dirais, industriels, aéroportuaires par exemple. Donc j'avais envie de vous entendre chacun sur cette thématique. Comment vous avez appréhendé cette notion de paysage autour de chacun de vos objets? Kevin? Oui. Alors pour ma part, la grille d'arbres m'a amené surtout à parler en fait du paysage urbain uniquement et pas du tout du grand paysage. Ça m'a amené à cibler vraiment ce type d'environnement. Pour ma part, le paysage urbain, c'est, de mon point de vue, du point de vue de la grille d'arbres et de l'arbre, c'était un paysage plutôt contraignant, dans lequel il n'était pas forcément évident de faire cohabiter le vivant, l'arbre, avec un milieu plus artificiel, plus inerte, qui est le paysage urbain, qui a été créé de toutes pièces et qui a évolué bien évidemment au fil des siècles. Pour ma part, je l'ai surtout étudié du 19e siècle à nos jours, comme vous l'avez dit précédemment. En ce qui me concerne, ce pourquoi j'ai choisi aussi ce matériau, c'est à l'inverse parce qu'il était présent dans le grand paysage et en lien avec justement des structures autoroutières au départ. Et le matériau, il arrivait plus comme une solution technique, sans forcément une réflexion au départ d'intégration paysagère. Et au fur et à mesure justement des années, il y a une vraie réflexion sur l'intégration paysagère à la fois de la voie routière et à la fois de ce matériau, tout en sachant qu'en étant un mur de soutènement, il était souvent travaillé plutôt dans des paysages montagneux. Et la réflexion sur à la fois la couleur du matériau, la forme du matériau, était vraiment intéressante et la notion aussi d'où on perçoit ce matériau, parce que finalement ce qui est assez particulier, c'est que ce matériau, en étant routier, donc sur la route, on ne le voit pas forcément. Et par contre, on peut se balader de l'autre côté justement d'un vallon et on le voit, on le perçoit différemment. Et cette notion justement d'échelle, c'est-à-dire cette distance qu'on peut avoir avec le matériau, était intéressante. Et c'est vrai que le grand paysage, c'est ce pourquoi j'ai choisi justement ce matériau-là. En ce qui me concerne, on peut dire qu'il va être sur deux tableaux. On parlera peut-être principalement de paysage architectural. Néanmoins, on pourrait aussi peut-être parler de paysage, puisque quand on s'intéresse au contexte de mon sujet, on va pouvoir s'intéresser donc aux premières structures tridimensionnelles qui vont apparaître, donc notamment dans des expositions universelles, et donc qui vont permettre ou notamment aussi Yona Friedman. Donc on peut parler de paysage aussi, d'urbanisme, etc. Mais surtout paysage architectural, puisque donc c'est un objet qu'on utilise dans des structures donc, qui vont plutôt servir en architecture pour faire des charpentes, d'écoles, de gares, d'immeubles, de centres culturels, sociaux, et donc architecture, puisque c'est un sujet qui s'intéresse
aussi à l'esthétique de la structure tridimensionnelle. Donc on va tourner autour du monde de l'architecture, les architectes vont s'en servir, également les ingénieurs. Voilà. À partir de ces objets-là, est-ce que vous pourriez dire que vos différents objets ont pu refléter l'identité d'un territoire ou contribuent à l'identité d'un territoire, qu'il s'agisse des autoroutes ou qu'il s'agisse de milieux urbains ou architectural? Et surtout, est-ce qu'ils caractérisent des époques ou une époque? Voilà. Est-ce que, selon vos objets, on voit une évolution entre la première mise en œuvre et puis 10 ou 20 ans plus tard, ou est-ce qu'ils sont purement caractéristiques d'une époque, et est-ce qu'il reflète en fait bien la culture ou l'identité? C'est vrai que la grille d'arbre, d'une certaine manière, j'ai appréhendé un petit peu toute l'époque du 19e siècle, de sa création, donc au milieu du 19e siècle jusqu'à nos jours. Et on peut assez facilement faire ressortir différents modèles qu'on peut associer à différents lieux, différentes villes en particulier. Donc je me suis beaucoup intéressé au modèle haussmannien, le premier modèle traditionnel qu'on voit derrière moi, qui a été réalisé en fonte. C'était la période de la fonte d'art, donc c'est dans ce contexte-là que cet objet a été créé. Et en quelque sorte, aujourd'hui, ça fait partie du patrimoine du paysage urbain de la ville de Paris, de la même manière que les fontaines Wallace ou les colonnes Maurice, tout cet ensemble d'édifices qui ont été développés donc, sous le Second Empire. Et donc, ce modèle-ci traverse les siècles, on le retrouve aujourd'hui encore une fois sur la ville de Paris, et il fait partie de l'identité de la ville. Donc on a le mobilier en fonte qui date d'il y a 150 ans aujourd'hui. On a ensuite des grilles d'arbre en acier qui se sont créées davantage au XXe siècle. On a aussi des grilles d'arbre dans des matériaux plus contemporains, l'acier Corten par exemple, qui a beaucoup été à la mode. Et donc à travers le design, l'esthétique des grilles d'arbre, on peut essayer de distinguer différentes périodes. On peut essayer de les associer à différentes périodes en tout cas. C'est du moins ce que j'ai tenté de faire un petit peu à travers mon travail de recherche. La terre armée est née un peu à un moment où on a eu le développement des autoroutes, et c'est vrai que c'était une solution technique, et ça s'est développé surtout à partir des années 70. Mon sujet apparaît quand même dans un contexte d'après-guerre, où on est beaucoup sur les recherches autour du domaine morphologique des structures spatiales. Mais justement, on pourrait dire aussi qu'il est marquant d'une sorte de construction, plutôt je dirais, comme j'en parle en mémoire, d'une construction culturelle autour de ce réseau, des premières apparitions de structures tridimensionnelles, ou du moins des premiers nœuds de structures au début des années 1950. Mon sujet est plutôt des années 1980. Entre-temps, on a eu beaucoup de personnalités, Buckminster Fuller, Robert Lorry-Collet, voilà, qui ont permis de faire ressurgir, du moins de parler de ces structures dans le domaine de l'architecture principalement. Et donc par la suite, voilà, on arrive avec Stéphane Duchâteau qui, lui, déjà autour des années 50 aussi, va créer des premières structures spatiales. Le nœud sphérobat apparaît en acier. Plus tard, on va la voir apparaître en aluminium aussi, donc toujours dans ces recherches de légèreté de structures spatiales, de matériaux plus durables, plus écologiques. Donc Stéphane Duchâteau va plutôt se tourner vers l'aluminium comme matériau durable, et donc développer son nœud sphérobat en aluminium. Mais également aussi, plus tard encore, pour répondre à un autre type de marché de la construction, donc plutôt se diriger vers le marché asiatique, avec principalement le bambou comme matériau architectural, donc qui à l'époque ne pouvait pas être développé comme matériau, disons, dans les structures spatiales, puisqu'il n'y avait pas, disons, d'embout pour réaliser ce type d'assemblage. Donc Stéphane Duchâteau va créer le système Bamboutech, donc en 84, où il va pouvoir assembler donc son nœud sphérobat aluminium avec des barres tubulaires en bambou, et ce qui va permettre notamment de répondre à un marché là-bas, et de répondre à un marché plutôt à des pays en voie de développement. Voilà.
Alors, vos réponses me font là m'interroger sur la figure de l'inventeur, puisque c'est une des thématiques de cette table ronde. Voilà, je voulais vous entendre sur ces personnalités. En lisant vos travaux, j'étais vraiment interpellée par le fait que nous sommes sur des personnalités fortes, complexes, avec des formations intéressantes d'architectes, d'ingénieurs, et des personnalités qui sont souvent, qui peuvent travailler dans des entreprises, mais qui s'installent également à leur compte. Donc j'aurais bien aimé vous entendre réagir là-dessus. Est-ce que l'indépendance est nécessaire pour pouvoir innover? Est-ce que ces personnalités ont pu exprimer effectivement véritablement leur créativité? À partir de quand? Sous quelles contraintes? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Henri Vidal, c'est vrai que c'est une personne que malheureusement il est décédé quelques années avant que je puisse du moins travailler sur la Terre armée, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer des collaborateurs avec qui justement il a développé la Terre armée, mais aussi des gens de sa famille, donc ce qui est quand même une chance pour moi, et d'avoir pu cerner justement le personnage. Et c'est vrai que sa formation de base, il est ingénieur des ponts et chaussées, mais on sent bien que dès le départ, il a une sensibilité quand même un peu artistique, et la créativité, c'est quelque chose qu'il a en lui. Et il va d'ailleurs faire une formation d'architecte quelques années un peu plus tard. Mais c'est ça qui fait justement qu'il a cette capacité à inventer ce matériau. Et on le sent bien même dans la manière de dessiner les choses. C'est-à-dire qu'il passe toujours par justement le dessin avant même de passer par le calcul. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression d'avoir compris en ayant la chance d'avoir pu parcourir les archives de son agence d'architecture. Le premier, en tout cas, brevet a été déposé en 63. Les premières idées sont arrivées en 58. Donc là, il y a eu toute une phase de calcul assez importante et de l'invention, du moins de la mettre en œuvre réellement, cette invention. Et après, c'est vrai qu'on sent un peu plus la volonté, justement, pour revenir à cette idée du paysage, d'aller plus sur comment on intègre au mieux ce matériau. Et un vrai inventeur qui a déposé des brevets et qui est aussi conscient de la technicité de son procédé et de sa valeur. Alors pour ma part, je dirais plutôt que Stéphane Duchâteau, c'est un peu une personnalité aux multiples facettes, on va dire. Alors il est vrai qu'au départ, il fait ses études dans une école qui réunit un peu architecture, urbanisme et ingénierie. Donc du coup, quand il sort de l'école, effectivement, il a déjà une triple facette, on va dire. Mais plus tard, on va dire qu'il sera entrepreneur, il sera concepteur, on pourra dire artiste un petit peu, il sera aussi professeur, mais aussi promoteur de ces recherches. Alors effectivement professeur, puisque il va, au travers de ses recherches, créer des ateliers, des ateliers dans lesquels il parlera avec ses étudiants de ces thématiques et autour de cette naissance des structures spatiales, en tout cas dans le domaine de l'architecture. Promoteur, puisque, alors j'ai appelé ça promoteur dans mon mémoire, puisqu'il va promouvoir en disant autour des conférences internationales, ou autour de conférences, il sera invité beaucoup à l'étranger pour faire des conférences auprès des étudiants, auprès d'autres chercheurs sur justement ses recherches et sur ses structures à lui, notamment le nœud sphérobat. Je dirais artiste aussi, puisque autour de quand on voit un peu à quoi ressemble l'application de ces structures tridimensionnelles, on pourrait parler peut-être de sculptures suspendues dans les airs, avec une boule qui est très sphérique et donc très lisse, très parfaite, qui est née d'une recherche très approfondie. Architecte, ingénieur, et ingénieur aussi, puisque lui-même déjà ingénieur, il sera aussi ingénieur pour d'autres. C'est pour ça qu'on appelle ingénieur conseil. Il sera beaucoup appelé aussi par les architectes utilisant son procédé. Donc il travaillera à chaque fois avec les architectes autour de ces structures. Et chercheur aussi autour justement de ces nombreux brevets, concepteurs qu'il aura, et donc plus d'une dizaine de brevets quand même, avec de la première structure jusqu'au système Bamboo-Tech, Dodekevys, qui vont arriver plutôt dans les années 84-85. Donc il a quand même un beau bagage, c'est une personnalité qui a quand même un beau bagage au travers de toutes ces années de recherche et de structures utilisées dans le monde, en France, à l'étranger. Parce qu'en 84-85, il a plus de 70 ans, il a 75 ans, 76, donc c'est un vieux monsieur quand même qui se lance dans l'innovation avec le bambou. C'est ça, dans le marché asiatique en plus, donc qui est tout nouveau.
En ce qui concerne les grilles, moi j'ai pas eu la chance de rencontrer Gabriel Daviou ou Adolphe Alphand. Je me suis un petit peu moins intéressé à leur vie privée, à la vie privée de ces personnes. C'est néanmoins le point de départ un petit peu de mon sujet. C'est un petit peu à eux qu'on doit la création de la grille d'armes. C'est en tout cas Gabriel Daviou qui l'aurait dessiné. Voilà, mais du coup ce que je voulais surtout mettre en avant, c'est le fait que c'est un objet au premier abord technique qui a des fonctions de perméabilité pour l'arbre, mais auquel dès le départ, à son invention, on a associé une dimension esthétique. Et c'est ça que je voulais mettre en avant. Sous le Second Empire, pendant les grands travaux qui ont été réalisés, tout ça faisait partie d'un décor, presque d'une mise en scène. Haussmann parle de ces arbres comme un élément de décoration dans le paysage urbain, même si on a conscience que c'est quelque chose de vivant. Et donc là, la grille d'arbre s'intègre vraiment dans ce contexte-là. Voilà, donc je voulais mettre l'accent là-dessus. Et après, malheureusement, pour les inspirations que les inventeurs ont pu avoir au niveau de ces objets, je sais que pour la grille d'arbre, c'est un petit peu plus compliqué de décrypter le graphisme, la géométrie de cet objet. C'est plus évident sur les candélabres, par exemple, où on retrouve des motifs faisant référence au végétal. Mais en tout cas, on ressent une certaine esthétique, une géométrie, une volonté d'avoir une nature un petit peu ordonnée de la part des inventeurs de cet objet. Je voudrais en venir maintenant à la question de la mobilité de vos objets, de la possibilité de réversibilité. Maxime a évoqué la question de la recyclabilité. Quel était le regard des contemporains sur ces notions-là? Est-ce qu'elle était déjà présente à l'esprit de vos inventeurs? Et comment est-ce que aujourd'hui, on considère ces questions-là toujours autour de vos objets? Les avantages du matériau qui sont avancés par Henri Vidal et l'équipe justement qui a pu créer la Terre Armée, c'est le coût, entre autres restreint, la mise en œuvre qui est plus rapide qu'un mur soutènement en béton, et le coût aussi bien sûr que pareil pour le béton, mais par contre le côté développement durable est assez peu évoqué alors que finalement il est très présent parce qu'on crée un mur de soutènement avec seulement de la terre et très peu de matériaux finalement, et il n'est pas réellement tant que ça mis en avant. Il est peut-être davantage évoqué sur la fin où il y a un travail assez poussé sur toujours cette écaille en façade et la peau justement du matériau. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, on a assez peu de matériaux. Oui, il y a peu d'impact environnemental au moment où on Il y a peu d'impact environnemental. Et on a l'impression de façade d'avoir un mur en béton, alors que finalement, c'est seulement 18 cm d'épaisseur, ce qui est très faible pour des murs qui peuvent faire des fois quasiment 20 mètres de haut, quoi. La grille d'arbre a été inventée dans un contexte d'assainissement de la ville à travers le végétal, le fait de faire rentrer le vivant, l'arbre dans les rues, c'était une prise de conscience aussi que ça apportait vraiment quelque chose pour la santé des résidents. Donc en fait, la grille d'arbre est née dans ce contexte-là. On dit parfois que Alphand et Haussmann étaient même un petit peu écolos avant l'heure. Et en même temps, le gros paradoxe, c'est que la création de cet objet, la production de la grille d'arbre en fonte, a quand même un impact très fort sur l'environnement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui même, on freine un petit peu son usage. Donc voilà un petit peu le premier élément de réponse. Et puis, concernant le recyclage de cet objet, c'était une des pistes qui restait à approfondir en complément de ce travail. Par contre, j'ai eu beaucoup d'éléments de réponse concernant le réemploi de la grille d'arbre. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dès le Second Empire, la mise en place de cet objet de manière assez systématique, avec un modèle standardisé et puis une déclinaison de taille, permettait justement de réemployer les anciennes grilles sur des nouveaux pieds d'arbre. Et à l'inverse, dans de nombreuses autres villes, comme c'est le cas de Lyon par exemple, j'ai pu le constater dans l'étude de cas que j'ai fait sur la ville de Lyon, le réemploi était beaucoup plus compliqué puisqu'il y a une diversité de modèles, de formes, de tailles, qui fait que à partir du moment où elle est plus utile sur un arbre, il est très compliqué de la mettre en place sur un autre aménagement. Et ça aujourd'hui, c'est un des gros enjeux pour les collectivités. Voilà.
On n'est pas encore, notamment avec Stéphane Duchâteau, dans des questions développement durable, écologique. On est plutôt dans ce développement de recherche des structures spatiales, voilà, pour construire de nouvelles structures et de construire plus rapidement et d'adapter ce type de structure à plusieurs programmes. On va dire que cette question-là peut-être peut arriver plus tard. Donc je vous reparlerai encore de l'aluminium, voilà, où Duchâteau va penser à réduire notamment le poids de ces structures par l'acier. D'acier, donc en utilisant l'aluminium qui sera un matériau plus écologique, plus durable que l'acier et surtout plus léger aussi. Donc il y a déjà une petite notion d'écologie qui arrive dans ces structures et encore plus avec son système qui sera adapté, voilà, avec du bambou en Asie. Alors dernière question pour terminer, c'est la question de la patrimonialisation. Est-ce que sur vos différents objets, cette question de la mise en patrimoine se pose? Avez-vous vu des signes qui permettent de penser qu'effectivement l'objet ou la technique ou la forme architecturale, la réalisation, puisse aujourd'hui faire l'objet d'un processus ou fait déjà l'objet d'un processus de patrimonialisation? Voilà, alors je ne sais pas si vous pouvez tous les trois répondre, mais Kevin, peut-être c'est plus facile pour vous. Oui, alors en fait, dans le travail que j'ai fait, j'évoque bien évidemment le fait que ce soit un objet qui fait partie de l'identité de la ville de Paris, comme on l'a dit au début, et qui, de ce fait, constitue aussi le patrimoine urbain. Après, je pense que les grilles beaucoup plus contemporaines d'aujourd'hui feront peut-être partie du patrimoine de demain aussi. Finalement, c'est un objet dont l'utilité a très peu évolué, mais l'aspect esthétique, lui, a beaucoup évolué depuis un siècle et demi. Donc, voilà. Ce qui est intéressant et que j'ai pas dit aussi, c'est quand même un matériau qui s'est développé sur l'ensemble des continents. Et donc ça, c'est un patrimoine qui est présent partout et sur une époque justement assez longue, qui s'est développé plus tardivement dans les pays pareil. Donc entre autres en Afrique et en Asie sur des développements plus tardifs, mais qui est présent partout. Donc ça, c'est intéressant, en tout cas en termes de patrimoine. Après, c'est vrai que je n'ai pas évoqué non plus la volonté qu'a eu un moment Henri Vidal de pouvoir utiliser ce matériau pour d'autres choses, et entre autres dans l'architecture. C'est vrai que j'ai eu la chance aussi de pouvoir visiter un lotissement dont la base est faite de terre armée, et où il y a eu quand même un brevet qui a été développé donc, sur l'architecture, c'est-à-dire un soutènement en terre armée sur l'arrière de la maison, et puis justement qui permettait d'avoir une surface toute vitrée en façade. Et ça, donc c'est d'ailleurs ce lotissement, c'est le seul modèle réellement aujourd'hui encore présent, et qui pour moi peut en tout cas être un élément de patrimoine à conserver, et entre autres avec ce lien fort avec ce matériau qui est présent partout dans un autre domaine, quoi. À travers mon mémoire, j'ai essayé au moins de montrer que pour moi cet objet il fait partie du patrimoine, hein, déjà du patrimoine historique de l'architecture, voilà, puisqu'il est né dans un contexte particulier qui a fait évoluer les recherches sur l'architecture en général, mais aussi sur ce type de structure. Du patrimoine matériel, effectivement aussi, puisque c'est un objet qui reste unique pour moi dans l'histoire de ces structures spatiales. Je trouve intéressant, Maxime, là, sur votre dernière intervention, c'est qu'on pourrait tout à fait imaginer les sphérobates, acier, alu et bambou dans un musée comme le musée des Arts et Métiers ou la Cité de l'Architecture, comme des solutions techniques avec des matériaux possibles et déclinables. C'est la même chose pour les grilles d'arbres. Alors c'est un petit peu plus compliqué du côté des terres armées, mais je pense que là aussi, elles auraient légitimité à figurer parmi l'histoire des techniques de construction ou d'accompagnement de la ville et des paysages d'une façon générale, je crois. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci.